RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Clin d'œil qui s'impose à l'actualité, notre invité de ce jour est un vrai spécialiste de la retraite. Plus précisément de la vie pendant la retraite. Il s'intéresse en effet depuis plusieurs années à l'accompagnement des retraités pour que leur fin de vie soit la plus douce possible. Il n'a pas encore lui-même l'âge de la retraite, surtout depuis l'âge légal qui a été institué, maintenant adopté à 64 ans. On verra ce qu'il en advient plus tard. Il aura en effet, notre invité, 60 ans dans un mois. Ingénieur des mines, diplômé de l'école des mines de Nancy, ce natif de Chamalières, banlieue de Clermont-Ferrand, bien connu depuis un certain président, a effectué l'essentiel de sa carrière à EDF, avec une parenthèse auprès de Jean-Pierre Masseret au Conseil régional de Lorraine. Notre invité est trésorier de l'OHS, l'Office d'hygiène sociale, association réputée bien connue dans le domaine de la santé. Il est également, et surtout, c'est surtout à ce titre-là que nous l'invitons aujourd'hui, président depuis quelques mois, après en avoir été aussi le trésorier de l'ADAPA, association d'aide aux personnes en perte d'autonomie, l'un des principaux opérateurs privés en Meurthe-et-Moselle, une association à but non lucratif qui intervient sur Nancy et la partie sud du département dans l'aide à domicile. Bonjour Michel Dillon-Schneider, comment allez-vous ? Bonjour Philippe Rivet, je vais très bien. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. J'étais secrétaire, mais c'est pas grave. Le 17 mars, était célébrée la journée des aides à domicile. Il y a tout juste quelques jours. Nous allons revenir très largement sur les enjeux qui portent sur l'aide à domicile, qui reviennent dans le débat public de façon récurrente. Comme quoi, il y a encore un certain nombre de problèmes, surtout depuis la crise du Covid, car les intervenantes, je devrais dire, puisque c'est surtout des femmes, ont été parmi ces salariés qui se sont retrouvés en première ligne pendant la crise Covid, justement. Applaudis, encouragés. On a l'impression qu'aujourd'hui, que les soignants sont cependant relégués un peu, soignants et autres soignants, au second rang, et qu'ils deviennent plus invisibles. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que la création d'une 5e branche Sécu, la sécurité sociale, sur la perte d'autonomie et le Ségur de la santé ont permis de régler tous les problèmes ? Oula, non, ça n'a pas permis de régler tous les problèmes. Aujourd'hui, à l'ADAPA, il nous manque 80 personnes. En Meurthe-et-Moselle, une étude a été faite, il manque 300 personnes pour assumer les besoins d'aide à domicile. Et en Lorraine, on peut imaginer qu'il y ait, si on fait un ratio, un millier de personnes qui manquent. Ça nous pose un vrai problème. On essaie de faire tout ce qu'il faut pour recruter des mondes, mais on n'y arrive pas. La première ligne, c'était il y a 3 ans. 3 ans plus tard, on fait une journée nationale de 17 mars 2020, 17 mars 2023, on fait une journée nationale, mais on pourra en reparler. On a fait plein de choses pour recruter du monde, on n'arrive pas à les faire donc venir. On reviendra sur les difficultés de recrutement. Peut-être que pour les auditrices et auditeurs qui connaissent très mal l'émission des aides à domicile, même si un jour ou l'autre, toutes les familles sont concernées et font la plupart appel à l'aide au domicile ou au placement en EHPAD, et on reviendra aussi sur les EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'un mot le rôle des aides à domicile ? Qui sont-ils ? Qui sont-elles ? Ce qu'on attend d'eux et le public prioritaire, qui peut en bénéficier ? Alors, quand il y a des personnes qui sont en perte d'autonomie, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des handicapés. Bien souvent, il y a des aidants de ces personnes-là. Les aidants peuvent être soulagés, c'est comme ça que je le présente, peuvent être soulagés par des intervenants qui viennent à domicile. C'est le conseil départemental qui définit le terme des besoins en fonction de l'autonomie de la personne aidée. C'est le conseil départemental qui fixe les critères qui
qui fixe les critères et qui fixe le nombre d'heures, le nombre de fois qu'on va chez la personne et la durée de l'intervention. Est-ce que ça peut varier d'un département à l'autre pour des raisons budgétaires? Ça peut varier d'un département à l'autre, ça varie même en Meurthe-et-Moselle d'un chargé de mission à l'autre qui définit des interventions de 45 minutes ou d'une demi-heure. Pourquoi il n'y a pas de politique départementale globale? Pour l'instant, il y a c'est chaque chargé de mission qui définit la manière dont il voit les choses en fonction de la manière d'apprécier le dossier. Et comme chaque dossier est forcément indépendant, il n'y a pas de critères globaux. Il n'y a pas de critères globaux. Voilà. Et d'un département à l'autre, non, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même rémunération de l'intervention. Et pour répondre à la question, ces gens-là qui sont des gens très dévoués, très tournés vers l'autre, peuvent faire de la toilette, du lever le matin, du coucher le soir, du repas, du ménage, de l'aide aux courses. C'est un vrai tuteur pour ces personnes qui sont en perte d'autonomie. Et dans les aides à domicile, il y a souvent en complément des aides-soignants ou des aides-soignantes. Mais là, ce n'est pas le même registre. Là, il faut avoir l'accord de l'Agence régionale de santé. Exactement. Alors, dans les intervenants, il y a les aides à domicile qui viennent de l'ADAPA. Il y a ce qu'on appelle les SIAD, les services infirmiers à domicile. Il y a éventuellement de l'hospitalisation à domicile. Les deux derniers dépendent de l'Agence régionale de santé. Alors que la première partie, qui concerne l'ADAPA, concerne le département. Et vous avez un service SIAD qui relève de l'ADAPA ou qui travaille avec vous ou pas? Alors, on a des SIAD, mais à l'OHS. À l'OHS, d'accord. L'OHS étant partenaire de l'ADAPA, puisque l'ADAPA a eu quelques problèmes financiers, on est rentré au sein de l'ADAPA et c'est comme ça qu'on peut expliquer le fait que je sois à la fois trésorier de l'OHS et à la fois président de l'ADAPA. Il y a une vraie complémentarité et la nouvelle législation demande à ce que les services à domicile au sens générique du terme, que ce soit aide à la personne ou service infirmier, travaillent ensemble. Mais on évoquera un peu plus tard là, le rôle de l'OHS. Rappelons à nos éditeurs que c'est une particularité meurthe-et-mosellane, que l'OHS c'est un acteur dans le domaine social au sens large depuis l'après-guerre, qui s'inscrit dans la tradition sociale des départements et des conseils départementaux, quelle que soit la couleur politique d'ailleurs du département. Exactement, l'OHS a été créé par le doyen Parisot, qui a aussi créé l'Office mondial de la santé, et ça a été créé après-guerre, un office d'hygiène. L'hygiène, c'était toutes les personnes qui étaient blessées par la guerre et d'éviter qu'il y ait des problèmes. Création de l'OHS 1922, on a fêté son centenaire il y a un an. Donc, vous disiez il y a un instant que l'ADAPA, que vous présidez depuis quelques mois, avait connu des difficultés financières. Est-ce que c'est le cas de toutes les associations? Et comment on explique ces difficultés financières en même temps liées à quoi sont-elles dues là? Est-ce que c'est dû à une déréglementation progressive de l'environnement? Est-ce qu'il y a une concurrence entre associations, même si on parle d'associations à but non lucratif? Parce qu'il y a un terme qui revient souvent chez les personnes âgées aujourd'hui, enfin quand on évoque les personnes âgées, c'est l'angle économique, c'est la silver economy. Oui. Donc l'économie des cheveux blancs, est-ce qu'on ne parle pas aujourd'hui seulement finance et non plus service? Alors, il y a deux choses. Il y a le coût de la prestation facturée au département par les intervenants. Oui, il y a concurrence. On doit représenter au niveau de l'ADAPA à peu près un tiers peut-être un peu moins 25% du secteur d'activité sur notre territoire. Et il y a concurrence. Alors, la difficulté qu'on a au niveau financier ces derniers temps, c'est le prix qui n'est pas rémunéré à sa valeur. Et puis, donc ça, c'est structurel depuis des années. Et conjoncturellement, en 2022, il y a eu des accords d'augmentation de salaire. On a eu de fortes augmentations de salaire pour le personnel et l'État a décidé que les augmentations de salaire auraient lieu avec effet rétroactif au 1er janvier de l'année et a décidé ça au mois de novembre. Vous imaginez bien que quand vous avez facturé toutes les prestations et qu'à un moment donné,
vos charges augmentent, on va dire, de 10 à 25%, ça pose de vrais problèmes financiers. Donc, il y a deux niveaux. Il y a un niveau national, là, justement. Donc, il y a un gap, là. Et puis, au niveau local, vous dites par là que le département n'investit pas suffisamment en direction des personnes âgées ou ne prévoit pas un budget de fonctionnement suffisamment à la hauteur des besoins? Alors, on va dire globalement que le département de Meurthe-et-Moselle est l'un des départements qui rémunère le mieux en France. Donc, il ne faut pas se plaindre. Oui, oui. Mais pour autant, hésitez à le dire, parce que il peut y avoir jusqu'à 30% de différence entre d'un département à l'autre, entre ce qui paye pour une heure de prestation ou pour la même heure de prestation. Sur le département de Meurthe-et-Moselle, je prends un exemple simple. Il y a la prestation qualité, qui est quelque chose de nouveau qui doit être mis en place, qui représente un coût non négligeable, puisque ça peut aller, on va dire que la prestation qualité, globalement, toute association confondue, va représenter un peu plus d'1 million. Le département n'est pas prêt, ce qui fait que on aura peut-être quelque chose au mois de septembre ou octobre. Qu'est-ce que vous appelez la prestation qualité, là? La prestation qualité, c'est le département qui demande aux prestataires d'aller un peu plus loin dans la prestation. Donc, il va demander à l'ensemble des prestataires d'intervenir également le week-end, ce que nous, à l'ADAPA, on fait déjà, d'étendre la prestation un peu plus loin le soir. Oui, parce qu'on sait ce qui coince, c'est les interventions le matin, en général, elles se font assez tôt, mais c'est le soir, puisqu'il y a effectivement des bénéficiaires qui trouvent que parfois 18h ou 19h, c'est quand même un peu tôt. Mais ça augmente l'amplitude horaire des intervenants. Exactement. Et puis le week-end, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a moins de salariés qui travaillent. Qui acceptent de travailler le week-end. Qui acceptent de travailler le week-end. Et les bénéficiaires ne demandent pas tous une intervention le week-end. Le ménage, on n'est pas obligé de le faire le week-end, mais on a quand même ce genre de choses, quoi. Et il y a en prestation qualité le ressenti des bénéficiaires sur la prestation, voilà, c'est toutes les interventions supplémentaires que le département nous demande d'aller vers quelque chose de plus qualitatif qu'aujourd'hui. Donc il lance l'appel d'offres là. On va imaginer que au mieux les réponses à l'appel à projet plutôt que appel d'offres seront traitées au mois de juin, sinon en septembre, et donc on aura les subsides après ça. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la société a pris conscience qu'il allait quand même avoir des besoins croissants, aujourd'hui des attentes fortes de personnes âgées ou très âgées, parce que je crois que la moyenne d'âge de vos bénéficiaires, c'est plus de 80 ans en général. Voilà. Est-ce que, partant, moi j'ai entendu dans d'autres départements, donc je précise bien que ça concerne par la Meurthe-et-Moselle, je n'ai pas d'exemple là-dessus, où des assistantes sociales m'ont confié qu'elles étaient obligées de restreindre leur budget, de restreindre un certain nombre de réponses positives, parce qu'elles avaient eu des consignes de leur conseil départemental pour leur dire, voilà, on n'a plus de sous, donc vous serrez les boulons et vous réduisez un peu les aides. Est-ce que ça, vous avez déjà entendu parler dans d'autres départements? Est-ce que vous redoutez éventuellement ces mesures un jour ou l'autre? Est-ce que finalement la 5e branche, c'était uniquement de l'affichage? En fait, on a, si on parle budgétairement, les choses sont un peu circonscrites, malheureusement à cause des emplois que personne dans le secteur n'arrive à faire. Donc, comme on est limité en termes d'emploi, on est limité en termes d'activité. Pour autant, vous avez complètement raison, on est dans un secteur d'activité où la population vieillit de plus en plus. Je pense, c'est un avis personnel, qu'avec le confinement, le grand public a de moins en moins envie d'envoyer les parents ou même soi-même en EHPAD. Et la solution ou à domicile ou en résidence senior autonomie est une solution qui est plus au goût du jour. Et donc le nombre de prestataires de demandes de prestations est en augmentation. Parce qu'on explique souvent aussi que le maintien à domicile, globalement, y compris pour les bénéficiaires et pour la société, coûte moins cher que le placement en EHPAD.
Alors en fait, là, il faudrait faire un calcul complet. Je vais prendre ma casquette et OHS et ADAPA. Dans l'EHPAD, on y met l'ensemble de l'immobilier. Quand on est à domicile, on ne compte pas forcément l'immobilier qu'il faut amortir. On met l'infirmière, on met le médecin coordinateur. Donc vous inscrivez en faux contre cette opinion répandue en disant que le maintien à domicile coûte moins cher que l'EHPAD. C'est pas évident. Je dis que je ne sais pas faire. En fait, dans un cas, c'est une prestation globale. Dans l'autre cas, c'est une prestation différenciée. Ça veut dire que bien souvent, l'aidant, il fait appel à chacune des structures différemment, etc. Ça coûte forcément moins cher si on compte pas, par rapport au fait qu'il n'y a pas d'amortissement immobilière à mettre dans le maintien à domicile. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en termes de bien-être pour la personne, rester chez soi, c'est bien mieux que d'être en EHPAD, quoi. Ça, c'est clair. Alors après, quand on arrive sur l'autonomie, c'est là qu'il y a un choix à faire, quoi. Et ce choix, justement, il se fait comment là? Je pensais qu'on allait en parler un peu plus tard, mais on peut en parler maintenant. Il se fait comment à certains moments? Alors, vous avez des retours de vos intervenantes? Enfin, moi, je fais pas je mets pas de concurrence entre le domicile, la service autonomie et l'EHPAD. J'ai un peu tendance à penser que c'est des services qui sont au fur et à mesure de la perte d'autonomie de la personne âgée. Là, c'est pas parce que on est à l'ADAPA à moitié handicap. On sert des handicapés ou des personnes âgées, moitié à peu près. Mais pour la personne âgée, la perte d'autonomie fait que, à un moment donné, elle a besoin d'être de plus en plus assistée. Si la personne pouvait rester à domicile, ce serait l'idéal. Mais... Est-ce que vous allez, par exemple, est-ce que vous êtes à domicile, on ne se contente pas forcément de faire les repas ou de porter les repas, mais donne à manger aux bénéficiaires de vos services ou pas? Est-ce qu'ils vont jusque-là? On porte des repas qui sont tout faits à domicile, et les aides vont jusqu'à donner à manger, accompagner la personne âgée. J'ai en tête une personne que j'ai visitée il n'y a pas si longtemps, qui disait je peux maintenant, parce que ces personnes-là peuvent être désociabilisées, la personne qui dit moi, prendre un café pendant 5 minutes avec la personne, rediscuter, ça m'a sauvé la vie. Oui, c'est aussi apprécié, ça aussi, avec les personnes âgées. C'est pas seulement d'apporter un service direct, mais c'est aussi d'avoir un lien social. Exactement. On resociabilise les personnes âgées. Et prendre un café, c'est pas de rien faire, c'est justement donner un peu confiance, échanger. Dans les entreprises privées, on dirait le salarié qui prend un café, il fait rien. Chez nous, c'est pas rien. C'est un vrai service en plus. Les bénéficiaires sont contents de ça, ça rentre dans le cadre. Donc, justement, vous êtes à domicile, est-ce qu'elles sont formées à cet accompagnement? Comment sont-elles Alors, deux choses. Il y a pour l'aide à domicile, pour la toilette, pour toutes ces choses-là, il y a un diplôme. Et puis, quand on embauche chez nous des gens qui n'ont pas ce diplôme, on a un système de tutorat pour former les gens. Alors, pas forcément sur la partie toilette et tout ça, puisqu'il y a des gestes quand même à faire. Des gestes particuliers. Mais si, par exemple, on va faire un peu de ménage, si on va faire les courses avec les bénéficiaires, si il y a une posture, il y a une écoute de la personne, ça se fait par tutorat d'une personne à l'autre. Et ça, c'est si j'ose dire, c'est du cousu humain, c'est en fonction aussi des profils. Et comment parce que des fois le courant passe, plus ou moins, parfois il passe très bien. Est-ce que vous êtes à l'écoute là-dessus? Comment vous adaptez C'est parfois assez compliqué. J'ai en tête une aide à domicile qui était dans un petit village dans le Saintois. Le bénéficiaire ne voulait pas de cette personne parce que la mère de l'aide était mal vue dans le village, et donc elle ne voulait pas cette personne, il en voulait une autre. Vous voyez, on touche à l'humain, on touche à la sensibilité de l'un à l'autre. On touche vraiment à l'humain, et puis c'est parfois perçu
comme une forme d'intrusion. Toutes les personnes âgées ne souhaitent pas forcément d'aide à domicile parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de... Oui, d'intrusion. Il faut rentrer chez la personne âgée. Il faut gagner la confiance. Un peu son intimité, quoi. Il faut gagner la confiance. Et puis il y a une deuxième confiance à gagner, c'est la confiance de l'aidant. Oui. Parce que la personne âgée peut être contente et pas l'aidant peut être content et pas la personne âgée. On peut sentir quand il y a l'aidant qu'il peut y avoir une forme de concurrence aussi affective. C'est ça. Et bien souvent, l'aidant dit « Moi, je sais faire, j'ai pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne. » Et nous, on est plus là pour le soulager, la personne, hein, si elle veut durer. Si elle veut durer dans son aide par rapport à la personne de la famille, moi j'envisage ça par rapport à mes parents, c'est dans la durée qu'il faut faire. Hein. L'aidant, c'est en moyenne 8 ans. Qui est dans la posture d'aider le père, la mère, l'enfant handicapé. Et ou autre. Quand les aides à domicile interviennent, c'est à peu près sur quelle durée c'est très variable. Moi, j'en ai vu une, ça faisait 15 ans qu'elle était chez la personne, une autre, fait partie de la famille, 25 ans, elle apporte le pain frais le matin. Le gâteau pour l'anniversaire. Voilà, et il attend son pain frais. Vous parliez de ces moments de convivialité, mais on a tous entendu parler parfois de la maltraitance des vieux, pour faire simple, mais il y a aussi parfois des aides à domicile qui sont maltraitées. Oui. Est-ce que c'est des cas auxquels vous êtes souvent confrontés ? Est-ce que vous sentez une augmentation, un peu une forme de radicalisation, j'allais dire, ou de violence, ou si c'est des cas qui restent quand même très, très marginaux ? On va dire que la première étape, c'est de gagner la confiance. Et une fois que la confiance est gagnée, ça va mieux. Là, on a bien sûr des bénéficiaires qui sont... quand je parle de 15 ou 25 ans, la mentalité de la personne âgée varie au cours du temps. Hein, donc ça peut varier. On peut avoir des gens qui ne sont pas bien contents de la prestation, etc. C'est quand même marginal. On a quand même un dévouement et une posture des gens qui est remarquable. Voilà, c'est comme ça que je dirais. Oui, globalement, ça reste très marginal parce que j'ai entendu parler aussi de là en disant que parfois il y avait des violences psychologiques davantage que des violences physiques. Et c'est quand même dur à vivre pour ces aides ménagères qu'on peut appeler quasiment, je vais dire, l'employé au féminin, c'est quasiment des saintes laïques quand même. Parce qu'on ne va pas dire que les rémunérations sont excessives là. Ah non, les rémunérations sont pas... Enfin, on l'a quand même augmenté de 25% l'an passé. Oui. Mais c'est une remise à niveau. Voilà. On est même, on va même dire que l'an passé, on a eu ce type de problème, c'est que des personnes qui touchaient la prime d'activité, avec l'augmentation, ne la touchaient plus. Voilà, il y a eu un effet de seuil. Donc c'est pour dire qu'ils ne sont pas énormément... les salaires ne sont pas énormes. C'est une vocation. Plutôt que de dire c'est des saintes, je dirais c'est une vocation. Oui. Je diminue. Oui. Mais on essaie d'embaucher toutes sortes de personnes. Aujourd'hui, on s'adapte aux salariés, aux demandeurs d'emploi qui viennent. J'ai en tête une société de transport scolaire. Moi, je suis allé les rencontrer. Je suis allé à l'Assemblée générale et je leur ai dit vous travaillez le matin et le soir. Si vous cherchez des heures au milieu, on vous prend pour faire des courses, pour faire des choses comme ça. On vous prend au créneau qui sont disponibles pour vous. Et là, quel accueil avez-vous reçu là-dessus ? On a eu 2 personnes qui sont venues en disant ça m'intéresse parce que plutôt que d'être... il y en a un qui était comme ça, qui dit moi pour l'instant je suis livreur, je ne vais pas faire de publicité, mais vous voyez bien, pour une société privée avec une application, il est noté tous les jours, etc. Et il dit... Taillable et corvéable encore davantage que... Et je préfère quelque chose de plus humaniste et de plus au service de la personne. 11h sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie de Michel Dillenschneider, président de l'association départementale des personnes en perte d'autonomie pour la Meurthe-et-Moselle, association départementale, et trésorier aussi de l'OHS, Office d'hygiène sociale bien connu. Notre technicien
un réflexe un peu plus rapide que moi, était peut-être un peu pressé d'en terminer, mais nous sommes encore une demi-heure ensemble. Donc, on va revenir un peu sur la première respiration musicale classique de cette émission. Michel, vous avez choisi, comme toi, de Goldman. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est une chanson qui me prend au trip à chaque fois que je l'entends. Par les temps qui courent, ça me fait penser à deux choses. La guerre en Ukraine, où des enfants se retrouvent délocalisés de leur pays vers chez nous. Mais si on reprend ce qui s'est passé, enfin le rapport du GIEC de lundi dernier, il va y avoir des mouvements de population qui vont être énormes, et on a des enfants qui sont pas égaux entre eux. Il y a ceux qui sont nés au bon endroit et il y a ceux qui sont pas nés au bon endroit. Donc je trouve que c'est une vraie chanson à thème qui permet d'aller vers plein de thématiques différentes, quoi. Et si je peux me permettre d'apporter un complément sur l'Ukraine, on pourrait rajouter le scandale absolu qui est les enfants qui sont enlevés par les Russes. Tout à fait. Et exilés, enfin de force. Tout à fait. C'est des enlèvements d'enfants, c'est des crimes contre l'humanité, enfin des crimes de guerre. Et des enfants qui sont embarqués en Russie. Et qui sont nés au mauvais moment, au mauvais endroit. Ils y sont pour rien, eux. Voilà. Donc, on va revenir sur notre sujet du jour, qui sont plus particulièrement personnes âgées. Donc, on va changer de génération, même si les enfants et petits-enfants sont aussi concernés, parce que c'est souvent eux qui essayent de convaincre les personnes âgées, parfois réticentes, à avoir un peu leur intimité confiée à des personnes extérieures aux familles. Ce sont souvent les enfants et les petits-enfants qui réussissent à convaincre les parents ou les grands-parents de bénéficier d'une aide pour avoir une fin de vie plus douce, parfois une fin de vie qui peut durer, et tant mieux, plus douce, à domicile, ce qui est quand même moins déstabilisant que d'aller dans les EHPAD, même si tous les EHPAD ne s'appellent pas Orpea. On reviendra sur les EHPAD, il y a des EHPAD qui sont accueillants et accessibles. Justement, vous étiez en train de nous dire, juste avant cette respiration musicale, vous aviez à la fois des difficultés de recrutement, et est-ce que ces difficultés de recrutement et puis des difficultés parfois budgétaires vous obligent à modifier votre stratégie? Est-ce que c'est de satisfaire toutes les demandes, ou vous dites à un certain moment non, on ne va pas pouvoir satisfaire telle demande, on va essayer de serrer, de réduire pour accomplir le plus correctement possible les prestations qu'on est en capacité de remplir? Alors tout à fait, on a été le choix au niveau de la stratégie. On avait jusqu'à présent, on va dire que avant que je prenne la présidence, le choix était de dire on essaie de servir tout le monde. On faisait du coup des prestations qui, au lieu d'être de 45 minutes, étaient plutôt d'une demi-heure. Une toilette, il faut compter que ça dure une bonne demi-heure. Ça veut dire que la personne qui allait chez le bénéficiaire, elle était déjà sur son rendez-vous d'après, en disant je vais arriver en retard, il faut que je le fasse, etc. etc. Alors qu'on sait que la mesure, si je veux dire le temps étalon, c'est plutôt 30 minutes, quoi. C'est plutôt 30 minutes. Mais on sait que c'est vraiment très court. Ouais. Et donc la personne, le bénéficiaire n'était pas content. La personne qui faisait l'aide à la personne n'était insatisfaite aussi. Et il y a quelques années, en 2019, on avait essayé de sensibiliser le conseil départemental au fait qu'il faudrait que les prestations durent 45 minutes. 45 minutes, ça permet de faire de dire bonjour à la personne, de faire la toilette calmement, de redire au revoir, de poser la question qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, de quoi vous avez envie. C'est un vrai bien-être à la fois pour d'avoir un lien plus construit. Ouais, à la fois par celui qui est, la personne d'aide à domicile, et à la fois pour le bénéficiaire. Et donc, la stratégie qu'on a adoptée, et là, pour le coup, c'est un scoop pour vous, puisqu'on ne l'a pas encore dit, si ce n'est au bureau, et on l'annonce au conseil d'administration la semaine prochaine, notre stratégie est de prendre que des prestations de 45 minutes. Donc, ça, c'est pas... c'est quand même rare de passer à 45 minutes, parce que je disais à l'instant, souvent, les associations qui interviennent, c'est par 30 minutes ou 60 minutes, mais... La mesure, c'est 30 minutes. Là, vous passez en 45 minutes, ça va générer forcément un coût supplémentaire.
Alors, on va passer à 30 minutes, à 45 minutes, pardon. Aujourd'hui, on a 60% des interventions qui sont à 30 minutes. Le reste, c'est des interventions au-delà. Si on passe à 45 minutes, il y a plusieurs effets induits. Il y a le fait que on aura moins de déplacements. Puisqu'on reste plus longtemps chez les personnes. Oui, il y aura moins de rotation. Il y a moins de rotation. Il y aura plus d'heures chez nos bénéficiaires. Je dis nos parce qu'on a un vrai lien avec les bénéficiaires. Combien vous servez de bénéficiaires en passant? Je ne crois pas qu'on l'a dit. Vous avez combien de personnes Alors, on a 400 personnes, 400 équivalents temps plein. Il nous en manque 80, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et combien de bénéficiaires à peu près? On a 2500 bénéficiaires et on a 330 000 heures facturées par an. Et vous arrivez à garder des liens forts avec l'ensemble des bénéficiaires grâce à votre réseau? Ça fait 6 personnes par bénéficiaire, ça permet de créer un lien. Il y a un suivi. La difficulté, c'est quand la personne est en vacances, le bénéficiaire il dit j'ai plus, Mélanie elle est plus là, mais avec la remplaçante ne correspond pas. Je la connais pas, je ne sais pas ce que je vais faire avec elle. Enfin voilà quoi. C'est toujours un problème là-dessus. Vous n'envisagez pas de supprimer les vacances? On n'envisage pas de supprimer les vacances. Bon, on va rassurer votre personnel s'il nous écoute. Et donc ça fait plus. Alors ça va faire plus d'heures de facturées au département, mais comme aujourd'hui il nous manque 80 personnes, on va même pas atteindre. On n'atteint pas l'objectif qui est fixé dans ce qu'on appelle vulgairement un CEPOM, contrat d'objectifs et de moyens, pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc on n'atteint pas les choses. Dans l'enveloppe. Voilà, ça va rentrer dans l'enveloppe. On va faire. Ça coûtera un peu plus cher au département parce qu'aujourd'hui on en fait moins que ce qu'on a contractualisé, mais ça va entrer dans l'enveloppe. On est vraiment dans une logique gagnant-gagnant. Plus d'heures facturées, c'est mieux pour l'association. On ne cherche pas à faire de bénéfices, mais on ne cherche pas à perdre d'argent. C'est mieux pour les salariés parce que c'est un bien-être au travail qui est significatif, et c'est mieux pour le bénéficiaire. Le département est d'accord. Vous avez senti une oreille attentive? Je vous dis, c'est un scoop. Donc le département... on l'apprend aussi à l'instant. Il l'apprendra aujourd'hui s'il nous écoute. Voilà. Vendredi prochain, on est au département pour une remise de médaille. On aura l'occasion de leur en parler. Parmi les missions de l'ADAPA, j'en ai relevé une qui m'a interpellé. Vous en aviez un petit peu parlé tout à l'heure du terme, c'est des aidants. J'avais reçu à l'automne dernier le docteur Hélène Rossineau, médecin de santé publique, qui a publié plusieurs ouvrages sur les aidants et qui est devenue une vraie spécialiste sur les aidants, dont on parlait peu, encore moins que les aides à domicile. Et les aidants ont vraiment besoin d'aide à domicile pour souffler et tout. Donc ce service, je ne l'avais jamais encore remarqué dans les aides à domicile, c'est le répit aux aidants. Est-ce que ça concerne beaucoup de personnes? Est-ce que vous êtes les seuls à le proposer ou pas? Alors, seul à proposer, je ne sais pas dire, mais répit aux aidants, ça fait partie des vraies missions. Ça leur permet de prendre quelques jours de repos, de souffler. Ça leur permet. Alors, il y a des centres de vacances de répit. Qui vont où on peut aller, l'aidant et l'aidé. Je parle au niveau de la famille, pas au niveau du personnel ADAPA, peuvent aller ensemble, mais ça permet de soulager l'aidant. Il y a de l'équithérapie, il y a un certain nombre de... Et à Flavigny, là, je prends ma casquette OHS, il y a ce qu'on appelle un village répit famille qui est en cours de construction. L'idée étant que l'aidé puisse être pris en charge et l'aidant puisse vraiment souffler. Aujourd'hui, on s'aperçoit vraiment que l'aidant existe, quoi. Il y a un rôle mais il y a même il y a un besoin de faire comprendre à l'aidant que, à la fois nos personnels, mais à la fois ces structures-là peuvent être un vrai service pour la personne. Moi, quand on me pose la question, je parle toujours, vous savez, de l'avion. Quand il n'y a plus d'air dans l'avion, il y a les masques qui tombent. Et la question traditionnelle, c'est de dire, vous êtes à côté de votre fils qui a 2-3 ans, à qui vous mettez le masque en premier ? À vous ou à la personne? Tout le monde répond au petit enfant. Eh ben non, parce que si vous tournez de l'œil avant de lui avoir mis, eh ben vous ne pourrez pas l'aider. Donc il faut d'abord le mettre à vous et après à la personne. Eh ben c'est un peu pareil. Nous, on vient pour soulager l'aidant. Et l'aidant,
parce que 48% des aidants finissent par avoir une maladie qu'ils n'avaient pas avant d'être en posture d'aidant. Oui, lié à la fatigue, ouais. au stress. La posture d'aidant, c'est pendant 8 ans. Donc on est sur quelque chose qui dure et il faut que ces personnes-là puissent être en bonne santé. Si elles ne sont plus en bonne santé, elles ne peuvent plus aider l'aider et l'aider et dans ses habitudes. J'ai mon aidant, je ne veux pas en changer. J'ai ma personne à domicile, je ne veux pas en changer. Comme je disais pour les vacances, voilà. Concrètement, est-ce qu'on sent qu'il y a, comme pour les bénéficiaires du RSA, c'est qu'il y en a à peu près 30% qui sont sous les écrans radars, qui ne bénéficient pas des aides auxquelles ils ont droit. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites pour dire, il y a tant de familles qui pourraient bénéficier d'aide à domicile et qui finalement ne le demandent pas parce que les démarches sont trop lourdes, parce qu'ils n'en ont pas entendu parler, ou si aujourd'hui vous avez plutôt le sentiment que tout le monde est au courant des démarches et qu'il y a ces possibilités? Alors, étude, je ne sais pas s'il y a une étude. En revanche, ce dont je suis sûr, parce que j'en discute tous les jours, les gens qui ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier de ça, il y en a beaucoup. Et il y a aussi la posture dont je parlais tout à l'heure, de l'aidant qui ne veut pas. Mais moi, tant que... C'est surtout la barrière psychologique. Tant que je suis encore en forme, je ne prendrai pas d'aide. Donc, il faut les convaincre. Faut surtout convaincre les aidants, les enfants et l'entourage. C'est ça, exactement. Exactement. On va parler aussi maintenant là, de l'OHS, donc de l'Office d'hygiène sociale, parce que, l'ADAPA, c'est une toute petite structure par rapport à l'OHS. Je crois que vous avez annoncé pour l'ADAPA à peu près 11 millions, c'est ça, le chiffre d'affaires. L'OHS, c'est 10 fois plus, là. C'est 10 fois plus, oui. Voilà. L'OHS, l'Office d'hygiène sociale, qui a, entre autres missions, gère des EHPAD. Donc, ma question est directe. Je vous l'avais un peu posée de façon plus soft tout à l'heure. Est-ce qu'il peut y avoir concurrence entre le maintien à domicile et le placement en EHPAD? À partir de ça, il y avait, je pense, un article du Canard enchaîné, un dossier qui est paru c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, sur le lobby des EHPAD. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a des EHPAD publics, il y a des EHPAD privés, semi-publics, semi-privés. On a du mal à s'y retrouver. Il y a un peu une crainte, il y a un peu l'effet Orpea, dont on n'a pas fini de parler. Est-ce que vous sentez ce phénomène du côté de l'OHS qui propose aussi des EHPAD et à des tarifs quand même qui restent plus abordables que certains EHPAD privés? Oui, tout à fait. Alors, le mouvement Orpea, on a été obligé, et ça chacun peut le comprendre, de faire des réunions dans toutes nos EHPAD, on a 5 EHPAD, et d'expliquer quelle est notre vision, quelles sont nos valeurs, parce qu'on est quand même l'OHS, même si c'est plusieurs millions de chiffres d'affaires, on est une association à but non lucratif et on a des valeurs. On ne souhaite pas être comme Orpea, je pense cet exemple-là, mais grossir. La maxime du doyen Parisot il y a 100 ans, ça était unir sans absorber. Donc, alors, pour continuer une concurrence, l'OHS a de nombreux établissements, des résidences autonomie, des EHPAD, des services infirmiers à domicile, de l'hospitalisation à domicile. Donc, à part la partie purement hospitalière clinique qui n'est pas dans le giron de l'OHS, quand une personne sort d'hôpital, soins de suite et de réadaptation et tout ça, l'OHS peut intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc les parcours, ça fait 100 ans que l'idée est comme ça, on propose tous les parcours possibles. Mais indépendamment, enfin pas indépendamment, OHS compris, est-ce qu'il n'y a pas des progrès à faire en termes de transparence par rapport aux
par rapport aux EHPAD, par rapport aux services proposés. J'ai regardé un peu les critères proposés par les EHPAD. Il faut vraiment vérifier si une infirmière à domicile, enfin pas à domicile, si domiciliée au sein de l'EHPAD, rattachée à l'EHPAD, voire des médecins. Il y a des EHPAD qui ne proposent aucune infirmière de service de nuit, comme des médecins. C'est un peu compliqué pour les familles pour s'y retrouver. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas, c'est très compliqué. Ce qui est en plus beaucoup plus compliqué, c'est que le nombre de lits étant limité, de trouver quand une famille trouve une place, ils sont déjà contents de trouver une place. D'où le fait qu'aujourd'hui, on soit sur d'autres types de structures, type résidence-service et autres. Et au niveau de l'OHS, on est en train de construire 4 résidences de ce type-là, avec en pied d'immeuble, l'idée c'est de mettre les services qu'on peut rendre. Donc service d'aide à la personne pour la DAPA, mais peut-être un soin infirmier, peut-être des médecins qu'on met en pied d'immeuble, et ça permet d'avoir un service complet médico-social pour les personnes qui habitent au-dessus. Qui est l'intermédiaire entre le maintien à domicile. Exactement. Ça permet de faire ou de faire une fin de vie à cet endroit-là, ou de faire une transition avant l'EHPAD. Mais ça rassure aussi la famille de savoir que la mamie, le papy est bien entouré, qu'il y a tout ce qu'il faut en bas. Voilà quoi. Et de ne pas être obligé d'aller chercher le médecin à 2 km de là, quoi. Voilà. Parce que, bon, là, on parle, il se trouve que l'OHS intervient surtout sur Nancy et les environs de Nancy, enfin, bon, un peu sur le reste du département, mais l'essentiel, la population de Meurthe-et-Moselle est concentrée sur le grand bassin de Nancy. Oui. Donc, on a l'impression de parler surtout à un public urbain. Comment ça se passe pour, des usagers potentiels, des bénéficiaires potentiels très ruraux? Est-ce qu'on ne sent pas une fracture entre l'urbain et le rural, même si on voit de temps en temps des EHPAD être construits en milieu rural? Alors, il se trouve que nous, on a une EHPAD et un foyer à Annonville-les-Atons-Châtel, en Meuse, pour ceux qui ne sauraient pas où ça se situait. Je rassure tout le monde. C'est les Côtes de Meuse. Moi, je ne savais pas où c'était avant qu'on les... on a une EHPAD à Royaumé, on a une EHPAD à Aumécourt. Bon, Metz, c'est beaucoup plus urbain, mais on est aussi en secteur plus rural, on va dire ça comme ça. Parce que c'est là que le maintien à domicile est aussi compliqué, qu'il faut trouver effectivement... Alors, pour nous, c'est beaucoup plus facile de faire de l'aide à domicile en urbain qu'en rural. Oui, forcément, il y a moins de kilomètres, il y a moins de distance. Voilà. Et puis, en rural, les gens se connaissent plus, donc... Vous sentez qu'il y a plus d'entraide quand même, qu'il y a moins de besoin d'aide à domicile en milieu rural? Alors, il n'y a pas moins de besoin. Il y a la personne va plus... ils se connaissent plus. Donc, moi, je veux plutôt cette personne-là que cette personne-là. Ça rentre beaucoup plus en compte qu'en urbain. Les gens acceptent plus facilement la personne qu'on a. Mais bon, faut pas noircir le tableau non plus. Vous êtes engagé là, depuis plusieurs années dans l'aide à domicile, la gestion des EHPAD. Est-ce que vous sentez une évolution, en dépit des difficultés qu'on a évoquées, une évolution positive, un regard plus positif de la société sur ces personnes âgées, sur ces seniors, ou si vous sentez au contraire que la société finalement évolue peu là-dessus? Comment vous sentez Moi, alors, il y a eu quelques années, on parlait beaucoup de la silver economy dont vous avez parlé au départ, en disant que ça générait plein de développement économique. J'avais en tête, si une personne plus âgée, mais pas dépendante, veut partir en vacances, et ben l'agence, la Silver Agence, si je puis dire, va porter les bagages jusqu'à l'aéroport, va faire en sorte que sur place, il y ait quelqu'un qui porte jusqu'à l'hôtel, etc. Ça, c'est pour les personnes âgées qui bénéficient d'un certain pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat et d'une certaine autonomie aussi. Et d'une certaine autonomie, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes âgées.
Il y a des petites retraites, on le sait avec le bien débat sûr, sur les retraites, bien il y sûr, a des bien retraites sûr. très modestes. Ouais. Et nous, si je prends le cadre des EHPAD de l'OHS, on est autour de 60 € la journée, ce qui est considéré comme pas cher du tout par rapport aux autres EHPAD. Mais pour une petite retraite, ça fait quand même pas loin de 2000 € par mois. Alors certes, il y a tout, hein, il y a le repas. Ce qu'on peut préciser, c'est de l'aide aux personnes âgées apportée par le département peut fonctionner pour les EHPAD aussi. On sait que ça fonctionne pour l'aide à domicile, mais beaucoup de personnes ne savent pas si ça fonctionne ou pas pour les EHPAD. Il faut le préciser, ça fonctionne aussi pour les EHPAD. Ça fonctionne aussi pour les EHPAD et on a aussi un médecin qui fait la coordination entre toutes les consultations que la personne âgée peut avoir et d'avoir une vision globale de la personne. Donc, consultation et suivi médical. Suivi et dans sa globalité et non pas par spécialiste. Ce qu'on fait nous quand on est plus jeune, la globalité, on l'a fait nous-mêmes. Si on a quelque chose qui concerne deux médecins spécialistes, on le dit aux deux médecins, quoi. Voilà. Oui, et on sait que la coordination est parfois compliquée avec le maintien à domicile. Entre le maintien à domicile et les hôpitaux, c'est parfois... c'est clair. Ça reste compliqué, quoi. Ça reste compliqué. Et là-dessus, comment faire pour que ça s'améliore, justement ? Est-ce qu'il peut y avoir des conventions de passer avec les hôpitaux ? Je ne sais pas, c'est vous le spécialiste C'est compliqué. On a un service d'hospitalisation à domicile au niveau de l'OHS. Et mais il ne permet pas tout, le service d'hospitalisation. Non, mais quand la personne sort du CHU, c'est un peu le bon vouloir du médecin pour l'envoyer à tel endroit, Mais compte tenu du nombre de lits, de la crise hospitalière, on a le sentiment que les hôpitaux ont tendance à renvoyer assez rapidement chez elles les personnes âgées. Oui, mais le CHU a un service d'hospitalisation à domicile aussi. Donc qui permet éventuellement une transition. Voilà, et qui est concurrent de celui de l'OHS. Je ne fais pas de dessin, mais tout le monde aura compris ce que je veux dire. Qui est concurrent, mais qui est quand même utile. Enfin, il y a une utilité pour tout à fait. Une transition en douceur. Et ça, c'est dans les faits, ça se vérifie. Là. On ne renvoie pas trop les personnes âgées trop rapidement chez elles. Ce qu'on peut voir, c'est une personne qui passe de l'EHPAD au CHU et qui est renvoyée à l'EHPAD, qui est renvoyée au CHU, ça on voit, ça arrive. C'est des parties de ping-pong qui sont quand même déstabilisantes pour les personnes concernées. Ouais. Il nous reste 4 minutes à passer ensemble. Michel Dillenschneider, 4 minutes au bout desquelles je vais pouvoir réveiller notre technicien. Je vais lui proposer un petit jingle avant de passer à un autre domaine plus léger. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Nous allons passer là au questionnaire de Proust auquel je soumets tous mes invités. Questionnaire de Proust revisité par mes soins aussi. Ma première question, ça va être aujourd'hui, quel est votre personnage historique préféré ? Est-ce que vous en avez un d'ailleurs ? Comme ça, c'est une bonne question. Je pensais plus au général de Gaulle. Général de Gaulle. Qui, quand le pays a été en difficulté, il a eu une vision claire de ce qu'il fallait faire pour la nation. Le personnage historique, on va rester 2 secondes dans l'histoire, que vous détestez le plus ? J'en ai plein qui me viennent en tête, Hitler, Kadhafi, et tout, Staline, enfin, vous voyez... Bon, la liste peut être longue. Voilà, c'est ça. Donc, on va passer tout de suite à la 3e question. Votre expression préférée, est-ce que c'est une expression, un aphorisme peut-être une ou deux. Il y en a une, c'est pas parce qu'on connaît pas le métier de l'autre qu'il faut forcément penser qu'on le fera mieux que lui. Ah, c'est joli. Là. Et quand je suis arrivé à la DAPA, que je connaissais pas le métier, j'ai d'abord essayé de comprendre comment se faisaient les choses avant de venir avec mes idées. Voilà. Le mot que vous détestez le plus ? Je sais. Votre écrivain préféré ? Est-ce que vous avez un écrivain préféré ? J'en ai plein en tête. Je sais pas, Borges, Proust. Voilà, c'est ceux qui me viennent en tête comme ça. Bien, voilà. Votre rêve le plus fou ?
Mon rêve le plus fou, je ne sais pas. Vu le thème de l'émission aujourd'hui, c'est qu'on trouve des problèmes pour la dépendance et On trouve des solutions. Donc on trouve des solutions, pas des problèmes. Les problèmes, on en a plein aujourd'hui. Votre couleur préférée? Je sais pas. Le bleu, je veux dire, mais ceux qui regardent je ne suis pas en bleu aujourd'hui. Ouais. Votre défaut principal? Un peu vif. Votre qualité première? Je pense que c'est l'écoute. Et ce que vous appréciez le plus chez les autres? L'engagement. L'engagement, la conscience du travail bien fait. Voilà. Le bénévolat aussi. Puis j'ai la petite question surprise, qui n'est pas une surprise, je pose à chaque fois, mais que j'appelle quand même question surprise, que vous n'avez jamais dit pour l'instant publiquement et que vous auriez envie de dire maintenant là, publiquement là, à nos auditrices et auditeurs. Ah, c'est une bonne question. Okay, merci de l'avoir posée. Merci de l'avoir posée. Je n'ai pas d'idée. Peut-être que qu'est-ce qui te motive dans la vie, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui vous motive dans la vie là? Moi, aujourd'hui, je suis très investi dans le bénévolat. Ça se voit avec l'OHS, ça se voit avec l'ADAPA, puisque là, c'est du bénévolat complet. Voilà, c'est ça qui me motive dans la vie, c'est être utile aux autres. Merci Michel Schneider d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir évoqué et d'avoir nous incité à réfléchir et à partager à la fois l'émotion et l'engagement pour l'aide aux personnes en perte d'autonomie, qui peuvent être des personnes âgées, mais aussi des handicapés qui peuvent être assez jeunes et qui méritent toute notre attention. Nous allons terminer cette émission exceptionnellement à l'heure avec... là, je n'ai pas fait dans l'originalité, mais c'est une chanson que j'adore, Les Vieux de Jacques Brel. RCN, www.rcn-radio.org